L'invasion russe de l'Ukraine a pris beaucoup de monde de court. Analystes, experts, journalistes, spécialistes de relations internationales, de la géopo ou des conflits armés. Et on ne fait pas exception, on n'a jamais imaginé que ça aurait lieu. Un coup de bluff, tout ou plus. Et pourtant, les États-Unis nous ont avertis. Les sanctions internationales qui ont suivi sont allées beaucoup plus loin que ce qu'on pensait au début et peuvent aller jusqu'à mettre l'économie russe à genoux. Mais en combien de temps? L'Ukraine existera-t-elle encore quand l'économie russe sera en faillite? Pourtant, la Russie n'avait rien à gagner et tout à perdre en Ukraine. Au-delà des sanctions ou des pertes militaires, la Russie a surtout réussi l'exploit d'unir tout le front occidental, que ce soit l'OTAN ou l'UE. Une nouvelle guerre froide s'était amorcée entre l'Occident et la Chine, mais aujourd'hui, on a rarement été aussi proche d'une guerre chaude et avec la Russie que l'on croyait hors jeu. Et en plus, une guerre totale. Guerre en Ukraine. Vladimir Poutine met en alerte la force de dissuasion russe. Washington et Kiev s'insurgent. Même si l'économie russe va dans le mur à cause de son isolement et de la corruption, la Russie reste sinon la première, l'une des principales puissances nucléaires. Alors qu'est-ce que la dissuasion nucléaire et comment le Kremlin s'en sert-il ? L'Union soviétique a fait exploser sa première ogive nucléaire en 1949. C'est surtout grâce à l'allemand Klaus Fuchs, recruté par le NKVD, l'ancêtre du KGB, qui presque à lui seul permet à l'URSS de se doter de la bombe A. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de la bombe H, pour bombe à hydrogène, bombe thermonucléaire. L'Union soviétique a développé en 1961 la Tsar Bomba, la plus puissante de tous les temps, 3000 fois plus dévastatrice que celle larguée sur Hiroshima. Bref, la course à l'armement était lancée. À la fin de la guerre froide, l'URSS disposait 45 000 ogives nucléaires. Cet arsenal nucléaire servait deux objectifs à la fois, un objectif politique et un objectif militaire. Politique d'abord, le prestige que confère à l'URSS cette capacité de riposte et qui la place en unique véritable adversaire des États-Unis. Imaginez le gain d'influence. Ensuite, la vision guerrière. Les soviétiques pouvaient faire jouer l'argument de la dissuasion nucléaire. Mais la course à l'armement était complètement disproportionnée, au point que durant les années 60 apparaît l'expression « l'équilibre de la terreur ». On parle aussi de DMA, destruction mutuelle assurée. Il ne s'agit plus de remporter une éventuelle guerre, mais de dissuader l'ennemi d'attaquer. Quelques années plus tard, une négociation entre Washington et Moscou sur la limitation des armements stratégiques aboutissent à la conclusion de deux traités de désarmement, les accords SALT I en 72 puis SALT II en 79. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que l'Union soviétique a cessé d'exister. C'est la Fédération russe qui a repris la main sur l'arsenal nucléaire avec l'accord des États-Unis. Du coup, c'est avec la Russie que les États-Unis signent dans les années 90-2010 4 accords successifs qui prévoient la diminution du nombre d'ogives nucléaires dont peuvent disposer les deux puissances. L'arsenal nucléaire russe s'effrite donc progressivement, mais la Russie conserve malgré tout 6400 ogives nucléaires environ. Alors même si on est très éloigné du pic atteint par l'Union soviétique, 45 000 rappelez-vous, la Russie reste la première puissance nucléaire en nombre d'ogives. Alors comment la Russie compte en faire usage ? Les ambitions nucléaires de la Russie. L'ensemble des principes qui déterminent les actions militaires constituent la doctrine militaire d'un pays. Par exemple, Israël n'admet pas, mais ne nie pas non plus, posséder un arsenal nucléaire. Mais elle menait jusqu'au début des années 2000 une tactique de contre-prolifération préventive contre l'Irak d'abord et aujourd'hui contre l'Iran. Les États-Unis, eux, ont choisi la doctrine de la riposte graduée, élaborée par le secrétaire à la défense McNamara et consécutive à la crise des missiles cubains en octobre 62. Eh bien, la doctrine militaire russe actuelle remonte à 2014, mais en juin 2020, le Kremlin a publié un document intitulé « Les fondements de la politique de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire ». Ce livre blanc fixe les nouvelles lignes d'action et de riposte de la Fédération russe concernant la menace nucléaire extérieure. Alors que dit-elle concernant l'usage de son arsenal nucléaire ? En
théorie, Moscou considère la bombe atomique ou ses dérivés uniquement comme un moyen de dissuasion. Mais dans la bouche de Poutine, que veut dire cette dissuasion? Comme on peut l'imaginer, la doctrine en vigueur indique que la Russie n'utilisera l'arme atomique que dans le cas d'une riposte à une attaque nucléaire ou de toute autre arme de destruction massive contre elle ou ses alliés. Puis, la Russie a l'intention d'avoir recours à l'arme atomique si elle dispose de données crédibles concernant le lancement imminent de missiles balistiques contre la Russie ou ses alliés. Elle se réserve aussi la possibilité de le faire en réponse à une attaque à l'arme conventionnelle contre des sites gouvernementaux ou militaires critiques sur son sol. Enfin, et c'est essentiel dans le cas présent, la doctrine russe prévoit l'utilisation d'armes nucléaires dans une situation de conflit conventionnel qui mettrait en danger l'existence de la nation russe. Ces missiles auraient pour cible des installations militaires ennemies telles que des aérodromes, des bases navales ou les centrales électriques, éventuellement nucléaires, de manière à neutraliser, affaiblir l'adversaire. Mais alors si l'OTAN intervenait en Ukraine ou en Biélorussie, Poutine aurait-il réellement recours à l'arme atomique? L'arme nucléaire a toujours été perçue comme un bluff pour dissuader l'ennemi. Les États-Unis ont dû les employer pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique en 1945, mais aussi pour montrer qu'ils avaient désormais l'arme absolue. Ensuite, l'arme nucléaire a des effets qui dépassent les simples rapports de force brute. On pense souvent que la France a intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies, créé en 1948 lorsqu'elle disposait de l'arme nucléaire, mais c'est faux. La France ne s'est dotée de l'arme nucléaire qu'à partir de 60, en pleine crise de Bizerte avec la Tunisie d'Habib Bourguiba, pourtant déjà indépendante. De Gaulle a évité de justesse un nouveau front concomitant à la guerre d'Algérie car il a pu retirer ses troupes de Bizerte qui avaient perdu tout intérêt stratégique. Retour au présent. Poutine est imprévisible et erratique, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Poutine valorise les approches frontales et brutales. Dès son arrivée au pouvoir, il fait approuver une nouvelle doctrine militaire. On change d'échelle à tout point de vue. Depuis, l'arme nucléaire peut être utilisée dans le cas d'une guerre régionale et non plus mondiale. Cette nouvelle doctrine dispose aussi que l'arme nucléaire puisse être activée hors du cadre d'une riposte, c'est-à-dire dès le début du conflit armé. Les services occidentaux de renseignement et d'analyse militaire suggèrent que le haut commandement russe envisage d'utiliser la forme nucléaire pour désamorcer une guerre conventionnelle contre l'OTAN que la Russie est déjà en train de perdre. Cette stratégie a un nom, l'escalade, pour désamorcer. Attaquer en premier pour négocier ensuite, en espérant que l'adversaire ne soit pas tombé dans le piège d'une destruction mutuelle. Évidemment, les Russes nient en blanc. La communauté d'experts insiste depuis longtemps pour que ce document soit publié afin que nous ne soyons pas accusés de maintenir des doctrines imaginées par les Américains, comme par exemple l'escalade par la désescalade, c'est-à-dire prétendre utiliser armes nucléaires pour remporter la victoire dans un conflit conventionnel. Viktor Ezin, ancien général de l'état-major russe et commandant en chef adjoint des forces de fusée stratégiques russes. Comme la Russie prend de plus en plus de retard sur les plans du développement économique et technologique, l'importance de la dissuasion nucléaire est devenue centrale dans la stratégie de sécurité du Kremlin. D'un point de vue pratique, il est beaucoup moins coûteux de posséder des ogives nucléaires montés sur des missiles balistiques de dernière génération que d'investir dans une flotte aérienne et navale à la hauteur de celle de ses adversaires. L'invasion de l'Ukraine a mis en évidence les énormes lacunes de l'armée russe. Sans ces ogives et ces missiles, la Russie ne serait même pas considérée comme une superpuissance militaire. C'est pour cette raison que le discours politique de Poutine gravite autour de cette arme stratégique. Guerre Ukraine-Russie, Poutine met la dissuasion nucléaire en alerte spéciale. Ukraine. Moscou teste les missiles lourds. Le président russe songe-t-il sérieusement à déclencher une guerre nucléaire? C'est son principal atout, en plus du gaz russe, pour rester pertinent sur la scène internationale. Ça donne une nouvelle perspective à sa rhétorique confrontationnelle. En principe, la doctrine militaire russe en vigueur ne prévoit pas l'utilisation d'armes nucléaires, même dans le cas d'un affrontement conventionnel sur le sol ukrainien entre l'armée russe et les troupes de l'OTAN, car la survie de la nation russe n'est pas en danger. Ce n'est pas la capacité de déploiement de l'arsenal nucléaire russe qui suscite le plus de crainte, mais le manque de retenue et de prudence dont son dirigeant a fait preuve à maintes reprises. On risque l'emballement du conflit à cause d'une erreur de calcul. Maintenant que la rhétorique militaire russe est clarifiée, qu'en est-il de ses capacités de projection ? L'équilibre de la terreur. On l'appelle aussi la destruction mutuelle assurée. Au cours des dernières décennies, les arsenaux nucléaires ont fortement diminué grâce aux accords conclus entre la Russie et les États-Unis. Le dernier en date, le traité New Start, signé en 2010 entre les administrations de Barack Obama et de Dmitry Medvedev, l'homme de paille de Poutine. Cet accord devait arriver à son terme en février 2021, mais 2 jours avant son expiration, Biden et Poutine l'ont prolongé in extremis de 5 ans supplémentaires, soit jusqu'en février 2026. Cet accord New Start limite le nombre de têtes nucléaires de chaque pays. Maximum 1550
250 ogives et 700 missiles balistiques à capacité de charge nucléaire. Les Russes peuvent déployer leur arsenal nucléaire à partir de missiles balistiques intercontinentaux, de 10 sous-marins à capacité nucléaire et de 60 à 70 bombardiers. On estime qu'actuellement, la Russie possède 310 missiles intercontinentaux distribués entre 11 bases réparties sur le territoire russe. Ces missiles appartiennent à la classe des MIR pour Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, c'est-à-dire que quand le missile pénètre l'atmosphère, chaque ogive embarquée peut suivre une trajectoire différente. Son porte-étendard, le missile Satan II, capable de raser entièrement un pays de la taille de la France. La Russie est donc capable de lancer jusqu'à 1189 ogives nucléaires, bien que seules 800 soient prêtes à l'emploi. La Russie modernise ses armements et on s'attend à ce que courant 2022, elle ait réussi à remplacer tous ces missiles de l'ère soviétique. On pense aussi que la Russie a réussi à développer les premiers missiles avant-garde, les premiers missiles hypersoniques capables en théorie d'échapper aux boucliers antimissiles conventionnels. Pour l'instant, seuls les États-Unis et les Chinois, qui ont tiré le premier Dongfeng ZF en 2019, ont réussi cet exploit. Cette technologie est l'avenir de la dissuasion nucléaire. Du coup, la Corée du Nord mais aussi la France et l'Inde, en quête d'une capacité offensive nucléaire augmentée, cherchent à se doter de systèmes similaires. Poutine avait déclaré fin 2020 que la Russie aurait modernisé 88% de son arsenal nucléaire en 2022. Propagande ou pas, on préférerait que ces données restent théoriques. Il est clair que les plus de 6000 ogives nucléaires dont la Russie dispose constituent l'assurance vie de Poutine, mais uniquement d'un point de vue militaire. Car oui, l'impact des sanctions économiques et l'isolement de la Russie ont été clairement sous-estimés par le Kremlin. Par contre, une question s'impose. Ce concours de qui a la plus grosse capacité nucléaire a-t-il un sens d'un point de vue purement pratique? Eh bah, pas du tout en fait. Il suffirait de 100 ogives nucléaires à un pays pour assurer, même dans le pire des cas, la dissuasion nucléaire. Il suffirait donc théoriquement de 900 têtes nucléaires réparties entre les 9 États dotés de l'arme atomique. 900. Aujourd'hui, on en compte environ 15 000, la majorité détenue par les Russes et les États-Unis. Les autres pays sont la France, troisième puissance nucléaire au passage, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, l'Inde, Pakistan et la Corée du Nord. La guerre en Ukraine prouve que la dissuasion nucléaire ne donne pas carte blanche. Les ripostes commerciales peuvent être tout aussi dévastatrices. Depuis, l'armée russe a aussi bombardé la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui l'occupe à présent. Mais elle a pris soin de ne pas toucher aux réacteurs. Elle rappelle ainsi à tout pays ayant des centrales nucléaires civiles que la Russie n'a même pas besoin d'envoyer des missiles équipés de charges nucléaires pour irradier des populations civiles et des régions entières. Le bombardement d'installations militaires ukrainiennes du fait de la prétendue présence de laboratoires d'armes chimiques ou bactériologiques est un message. Poutine pourrait avoir recours à ces armes-là si nécessaire. L'attaque contre une base ukrainienne proche de la frontière polonaise est une façon d'intimider la Pologne et à travers elle tous les pays de l'ancien bloc soviétique. Les Occidentaux sont-ils prêts à surenchérir Poutine? Il est cap ou pas cap d'appuyer sur le bouton rouge. Merci de votre fidélité. Comme d'hab, si le contenu vous plaît, partagez-le, ça nous aide beaucoup. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Commentaire, pouce bleu, pouce rouge, on prend tout. À la prochaine.